Je reprends finalement le résumé que vient de faire Franck Morel, autorité, travail, allègement des normes. Non, mais je ne sais pas si c'est réac, mais en tout cas, c'est plutôt à droite. J'allais vous dire, moi, ce qui me frappe, c'est peut-être, il est extraordinairement libéral sur la question économique. Et moi, je n'ai pas spécialement retenu l'autorité. J'ai retenu tout ce qu'il a dit sur le chômage, j'ai retenu tout ce qu'il a dit sur l'économie, la disparition des normes, sur ce qu'il a dit sur le RSA, le fait qu'il fallait travailler 15 heures pour avoir le RSA. Donc, je trouve que là-dessus, il y a absolument pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette entre lui et Emmanuel Macron. Et puis, la deuxième chose qui me semble importante, c'est que, comment dire, c'est extraordinairement programmatique et du coup, on a du mal à retenir. Vous avez de la chance d'avoir trouvé 2 axes. Moi, j'en ai trouvé 15. Et je trouve ça compliqué, en fait. En fait, le sujet sur un discours de politique générale, c'est que vous pouvez décider d'être assez personnel, assez profond, ou de reprendre ce que vous disent les services, et au fond de reprendre, d'être le gouvernement à vous tout seul. Et je crois qu'il a choisi d'être le gouvernement à lui tout seul, et qu'il est temps qu'il partage avec d'autres cette responsabilité. Très intéressant. Gaël Slimane, il y a dans la promesse de Gabriel Attal, le langage de vérité, on l'a entendu là dans le sujet d'ouverture de Jérôme Rabier, il y a l'efficacité, action, action, action. Est-ce que ça rejoint, et on va dévoiler les détails du baromètre Odoxa plus tard sur la popularité, mais peut-être les traits de caractère ou les qualités, les adjectifs associés à Gabriel Attal? Oui, absolument. Vous avez raison sur les axes retenus. Enfin, vous avez raison. Je partage cette analyse. Je partage aussi la vôtre. C'est un discours qui est maintenant un discours plutôt de droite, qui est porté par Emmanuel Macron d'abord, par ses premiers ministres et puis par l'ensemble de ses ministres. Et ça conforte la ligne qui a été suivie. C'est en résonance avec une actualité toute récente aussi, sur la simplification. Il y avait déjà des messages en ce sens, mais ils ne pensaient pas tant que ça aux agriculteurs à l'époque. Mais il y avait déjà des messages en ce sens depuis de nombreux mois et même de nombreuses années, en fait, sur cette idée de simplification. Et ça rejoint, alors on parle beaucoup de la droitisation de la France, on l'observe sur beaucoup d'indicateurs. J'ai eu ici l'occasion d'expliquer pourquoi dans tout un tas de domaines et comment la France s'était peut-être aussi gauchisée, mais en tout cas sur les aspects faire en sorte que le travail paye, être assez serré, sévère sur les questions d'immigration, être assez dur sur les questions de sécurité, faire payer aux chômeurs, ou en tout cas aux chômeurs qui peut-être ne travailleraient pas. Tout ça, c'était des antiennes qui étaient plutôt cataloguées à droite, il y a de ça une dizaine ou une quinzaine d'années, et aujourd'hui, elles sont assumées par une partie, y compris des électeurs de gauche. Et donc en cela, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les grandes directions qu'il a indiquées, elles seraient soutenues par une majorité de Français si on les sondait. Et pour vous répondre, mais on le dévoilera plus en détail tout à l'heure, ça rejoint des traits de caractère qui sont attribués à Gabriel Attal. On va aller voir s'afficher sur le dynamisme et sur la compétence perçue, sur l'idée d'une certaine efficacité, où les Français lui font ce crédit-là. Vous voyez, ce sont des items où on teste un à un. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour dire qu'il est dynamique, sympathique. Alors là, bon, le sympathique, on l'a vu sur un aspect, mais on en parlera sans doute aussi tout à l'heure, que je trouve remarquable dans l'absolu et à tous les sens du terme, qui est la question de son homosexualité, sa jeunesse un petit peu, mais sur son homosexualité, qui n'est pas un sujet. C'est bien, ça veut dire que ça la société française a évolué. Alors, et en fait, quand on y réfléchit, ça fait longtemps que ça n'est pas un sujet. Je rappelle que Bertrand Delanoë, il y a un quart de siècle, il se présente. Ce que j'appelle pas un sujet, c'est à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, vous ne le cachez pas, que vous l'assumez, mais que vous ne vous en vantez pas, entre guillemets. Vous n'êtes pas en train de revendiquer. Et donc, sur tous ces éléments-là, il est totalement en ligne avec l'opinion. Alors justement, on va écouter un premier extrait de ce discours de politique générale de Gabriel Attal, ce moment particulier où il fait finalement référence, mais sans en rajouter, je suis d'accord avec vous, à son homosexualité. Être français en 2024, oui, c'est une fierté. Notre société est plus ouverte, plus audacieuse, plus pionnière que l'image que nous nous renvoyons parfois à nous-mêmes. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous, et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux.
Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Alors on va décortiquer avec vous, Émilie, le style Attal. Déjà, peut-être, quelle différence avec ses prédécesseurs? Alors, sur la forme, vous l'avez dit, on l'a dit, un dynamisme, clarté, fraîcheur du bon élève fonceur, qui ne se laisse pas impressionner par les cris et les critiques de la salle. À un moment, c'est amusant, il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui propose de calmer un petit peu les ardeurs. Il dit non, non, sourire aux lèvres, je peux continuer comme ça, sans aucune difficulté. Ouais. Sur le fond, le Premier ministre affiche tout de suite sa cible. Je ne sais pas, là, on n'en a pas encore parlé, c'est la classe moyenne que tout le monde se dispute. Le mot est presque autant répété que l'un de ses prédécesseurs répétait territoire, Jean Castex. Ouais. Il le répète beaucoup, il ratisse large, mères célibataires, soignants, professeurs, forces de l'ordre, tous nos agents publics, artisans, agriculteurs, pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir avec de nombreuses mesures qui leur sont destinées. Sinon, sur le fond, on est dans la droite ligne de Macron, une stratégie destinée à contrer la montée de l'extrême droite dans la perspective d'un match difficile pour les européennes, quitte à reprendre parfois leurs idées. Là, on parlait de la classe moyenne, mais il y a aussi l'idée de l'exception agricole française. Le RN parlait de l'exception agriculturelle ces derniers jours. Il y a une droitisation due en même temps, conditionnement du RSA, assurance chômage, confirmation de la réforme sur l'aide médicale d'État, et puis le mot d'ordre, en ligne avec ce qu'avait proposé Macron, la simplification ou la suppression des normes. Et sur sa touche personnelle? Alors, je dirais qu'il y a le nouveau rapport au travail que j'ai entendu quand même et qu'on reconnaît, probablement le fait de son âge. Ça n'avait pas vraiment été étudié par Emmanuel Macron auparavant. On ne peut pas appliquer les mêmes calques génération après génération, a-t-il dit, demandant d'expérimenter la semaine en 4 jours dans les administrations de l'État, c'est nouveau. Et puis après, à son habitude, il lance aussi des mesures symboliques. Ça, c'est vraiment sa touche, ce qu'il avait développé au ministère de l'Éducation nationale. En gros, c'est des mesures qui ne sont pas forcément révolutionnaires sur le fond, mais qui peuvent marquer des points dans la société, un peu dans l'esprit de l'abaya ou de l'uniforme. J'en cite quelques-unes. Tous les organismes qui ne se seraient pas réunis au cours des 12 derniers mois seront supprimés. Tous les organismes publics. Franchement, si c'est pas du bon sens, ça... C'est du bon sens, ça mange pas de pain. Voilà. Aller chercher des médecins étrangers et les régulariser. Bon, il y a un petit clin d'œil aussi à la gauche. Rénover mon soutien psy en matière de santé mentale. On sait que c'est un souci important. La santé mentale, notamment des jeunes. Leur permettre l'accès à un psychologue sans passer par un médecin. Une prime pour les infirmières scolaires. Mais au fil des mots, je dirais que le discours retombe un peu comme un soufflet, avec même défaut que Macron, un niveau de détail qui nous perd un peu. On a parlé de catalogue de mesures. Lucille Smith tout à l'heure. Et on en ressort finalement avec la même impression qu'au moment de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, celle d'une multitude de promesses, dont une partie en plus avait déjà été livrée par Emmanuel Macron lui-même, et qui sont un peu le témoignage de chantiers qui n'avancent pas ou pas assez, même s'ils se reposent beaucoup sur le bilan. Au-delà de la droitisation assumée du en même temps, rien de très neuf dans le discours, plein de choses, mais rien de fondamental. On peut dire que Macron lui avait un peu savonné la planche. En faisant sa conférence de presse. On va parler du match ou du bras de fer avec le Rassemblement national dans la perspective des européennes, mais peut-être un mot, parce que c'est le thème général de notre débat, sa capacité à se démarquer du président de la République. Votre avis là-dessus, Franck Morel? Était-ce possible, quand on arrivait après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, il devait peut-être forcément... assumer, intégrer le bilan, quoi. Il peut difficilement. Il doit s'inscrire dans les pas du président de la République. C'est la logique de la Ve République. Et la manière de se démarquer ne se fait pas sur le fond du contenu de ce discours, mais sur la touche personnelle, sur la manière d'incarner, la manière de se différencier sur, par exemple, on évoquait le fait d'assumer son homosexualité, le fait d'être jeune, alors encore plus jeune que le président de la République, le fait d'avoir une méthode qui va au contact, comme ça a pu être illustré à travers ce qui s'est passé en Haute-Garonne avec les agriculteurs, etc., etc. Mais pour revenir sur la tonalité générale du discours politique général, ce qui est compliqué dans un discours comme celui-ci, c'est tout à la fois d'assurer un certain nombre d'axes permettant d'identifier la ligne politique du gouvernement, et puis d'autre part, de rentrer un petit peu dans le détail en termes d'orientation mesure par mesure et de calendrier. Et là, effectivement, et c'est ce qui peut donner l'impression de catalogue, d'une certaine manière, on voit bien que sur un certain nombre de chantiers,
on a des taquets en termes de date. Oui. On aura par exemple un projet de loi sur la question de la fin de vie avant l'été. Oui. On aura la question de ce que le Premier ministre a appelé la fin de la smicardisation de la société française, avec comme horizon les textes budgétaires de fin d'année. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. Par décret. Par décret, C'est habile, par la voie réglementaire. Ça permet d'éviter de remettre le couvert sur le débat parlementaire, notamment avec les Républicains. Mais on voit bien que tous ces aspects ont été évoqués. Il y a peut-être un aspect, paradoxalement, qui ne l'a pas été tant que ça. Et c'est un paradoxe parce que c'est, au regard de l'actualité chaude bouillante, celui sur lequel il était très attendu, c'est l'agricole. Alors, on va en parler un peu plus tard du champ agricole, puisque Quentin Calmet nous fera le résumé de ce qu'a dit le Premier ministre sur ce thème. Mais d'abord, voilà, ce match entre Gabriel Attal et le Rassemblement national dans la perspective des européennes. On va écouter d'abord Marine Le Pen, puis le Premier ministre. Marine Le Pen qui parle d'un catalogue sans aucun souffle. L'avalanche de promesses à laquelle nous venons d'assister ne nous laisse entrevoir qu'une réponse à quelques urgences médiatiques, comme s'il s'agissait de gagner du temps. Je ne vois rien en effet qui contribue au redressement des piliers effondrés. Vous continuez à porter une vision utilitariste construite autour de mesurettes, sans transcendance ni portée, et surtout une vision fondamentalement post-politique et post-nationale. Dans ce catalogue de mesures éparses et parfois contradictoires, vous tentez d'allier un peu de droite et un peu de gauche, et en réalité, vous accommodez le pire de la droite et le pire de la gauche. Gabriel Attal avait en quelque sorte anticipé les critiques de Marine Le Pen et avait attaqué le Rassemblement national sur l'Europe. Écoutons. Qui étaient les premiers partisans en France du Brexit? Qui a baptisé dans les villes qu'il dirige des rues du Brexit? Qui s'est affiché ouvertement avec le leader du camp du Brexit? C'est le Rassemblement national. Mais les faits sont là. Avec l'Europe, notre puissance est démultipliée et ces dernières années, nous avons commencé à la changer. Et je le dis solennellement, à l'heure où il est minuit moins une dans le siècle, face aux impérialismes, les masques devront tomber. On peut vouloir changer l'Europe pour l'intérêt du pays, et nous le faisons. Mais on ne peut pas vouloir sortir de l'Europe, sauf à avoir d'autres intérêts, sauf à servir un autre pays, une autre puissance. Évidemment, référence à la Russie. Gaël Slimane, est-ce que la nomination de Gabriel Attal et peut-être de certains membres de son gouvernement, est-ce que ça a changé la donne dans la perspective des élections européennes, dans ce déséquilibre qui était vraiment très important en faveur du Rassemblement national? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que ça correspond à un choix qui est en phase avec les attentes de l'opinion. Vous le savez, on avait effectué de nombreux sondages sur le remaniement. Il était souhaité, Elisabeth Borne était essoufflée, les Français voulaient un changement de Premier ministre. Et souvenez-vous, c'était il y a une éternité, il y a 3 semaines ou 4, quand on testait les noms possibles, on était obligé de se battre avec les journalistes pour dire testons quand même dans la liste celui qui est en train de devenir une des personnalités politiques les plus populaires, à l'époque juste derrière Édouard Philippe, Gabriel Attal, testons-le. Ah non, mais vous n'y pensez pas. C'est évidemment Sébastien Lecornu qui sera choisi à Matignon, ou bien peut-être Julien de Normandie ou d'autres. On pourra en reparler d'ailleurs sur la crise agricole. On voit que quand un ministre de l'Agriculture n'est pas mauvais, je ferme ma parenthèse, ça aide quand même. Bon. Mais pour autant, quand on testait Attal, les gens nous disaient « mais oui, c'est lui que l'on souhaite ». Et quand on a testé après sa nomination la satisfaction qu'a les Français, il nous disait pour une fois, Emmanuel Macron et son gouvernement fait quelque chose qui nous fait plaisir. Donc c'était bien, mais ça a été tout de suite abîmé. Alors je ne sais pas si ça a été tué ou juste très largement abîmé par ce qu'a fait le président de la République. C'est ce que vous suggériez il y a un instant, c'est-à-dire lui couper l'herbe sous le pied, faire des tunnels à la Fidel Castro de 3 heures à la télévision pour dérouler finalement... Ça durait 2h20. Non mais d'accord, c'était rien, en prime time, sur toutes les chaînes, avec une audience calamiteuse, et 65% des Français interrogés qui ont trouvé qu'il n'était pas convaincant. Donc évidemment que pour lutter contre le Rassemblement national, pour vous répondre, c'était intelligent de nommer Gabriel Attal, mais c'était peut-être curieux de choisir un certain nombre d'autres ministres de ce gouvernement qui ont une image qui n'est pas forcément aussi bonne que la sienne.
et une personnalité qui est très forte aussi. Et c'était curieux de lui couper tout de suite l'herbe sous le pied et de l'empêcher de jouer le rôle qu'il devrait jouer. Et ça pose la capacité, effectivement, d'Emmanuel Macron à délayer ou à s'effacer un tout petit peu. On y reviendra en regardant, c'est l'un des éléments vraiment importants du baromètre, la popularité de l'un et de l'autre. Toujours sur les élections européennes, peut-être votre avis, Lucille Schmitt, il n'y a toujours pas de tête de liste Renaissance. Ce qui n'est quand même pas le meilleur moyen pour donner du souffle à une campagne. C'est-à-dire que Gabriel Attal, il est obligé de faire le job en attendant, il endosse ce costume. Comment vous l'analysez, ça ? Moi, je me rappelle qu'aux dernières élections européennes, c'est Emmanuel Macron qui avait fait en fait office de tête de liste aux élections européennes. C'est grâce à Emmanuel Macron que Renaissance, à l'époque En Marche, est arrivé deuxième après le Rassemblement national. Donc tout le sujet, c'est évidemment le tête de liste à désigner, mais celui qui de fait va porter une campagne dont je rappelle qu'elle est extrêmement nationale, parce que dans chaque pays de l'Union européenne, les choses se passent à l'échelle nationale. Donc je pense que Gabriel Attal sera de fait sans doute une sorte de tête de liste aux européennes, tout en étant Premier ministre, et je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée de désigner un tête de liste alors qu'on venait de désigner Gabriel Attal, qu'on n'a pas encore de gouvernement au complet. Il faut peut-être d'abord nommer les secrétaires d'État ou les ministres délégués. Gaël Slimane, moi je trouve qu'Emmanuel Macron a fait aussi de mauvaise manière à Gabriel Attal lorsqu'il a nommé ensuite un gouvernement resserré, disruptif, avec Rachida Dati, Amélie Oudéa-Castéra, qui a tout de suite fait des bévues absolument monstrueuses. Ça, il ne pouvait pas l'anticiper, Emmanuel Macron, mais bon. Oui, enfin, ça dépend. Vous savez, quand on choisit un ministre, on doit réfléchir au profil et pas penser que parce qu'on a été à l'ENA ensemble, on sera une bonne ministre de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, enchaîner, si vous voulez, les coups, c'est-à-dire... je nomme Gabriel Attal, ce qui était une très bonne idée à mon avis. Ensuite, un gouvernement dont on ne connaît pas forcément la capacité politique, puis ensuite une conférence de presse. C'est quand même faire beaucoup de choses qui auraient pu déranger le cheminement de Gabriel Attal. Et je trouve qu'il s'en tire bien. Je pense qu'il y a un autre challenge pour lui, c'est parce qu'il est déjà très connu, très apprécié. Et quelque part, le risque, c'est de décevoir. Il y a beaucoup de communication autour de Gabriel Attal. Et vous l'avez dit, le démarrage, il était plutôt positif. Très vite accroché par sa ministre de l'Éducation nationale avec ces événements. Là aussi, par la crise agricole, on voit bien qu'il a du mal à répondre, une espèce de réponse perlée. On va annoncer les mesures, puis on va les annoncer, puis on va les annoncer, peut-être parce que le fond est difficile à travailler. Mais il y a quelque part cet enjeu de pouvoir surprendre dans le positif. Toujours ajouter du positif, c'est quand même difficile. Il est quand même déjà bien hissé. C'était pas du tout le cas d'Édouard Philippe. Et j'allais dire, moi, c'est pas seulement Emmanuel Macron protéger son poulain, c'est aussi à lui, à Gabriel Attal, d'essayer de couper ce cordon ombilical, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, pour essayer de prendre sa liberté. On se souvient d'Édouard Philippe qui prenait des décisions, le 80 km/h, qui avait d'ailleurs fâché fortement pendant la période des Gilets jaunes ou l'âge pivot, peut-être d'essayer de mettre sa patte un peu plus, peut-être que son jeune âge fait que c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, ça lui permettra d'avoir une image un peu différente. C'est vrai que le discours de politique générale d'Édouard Philippe, c'était plus facile. Peu de gens le connaissaient, donc il y avait une découverte. Le contexte était différent. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on voit poindre dans certaines parties du discours de politique générale des éléments que Gabriel Attal, ministre, soit ministre du Budget, soit ministre de l'Éducation nationale, avait poussé. Je vais prendre l'exemple de la semaine de 4 jours. Quand il évoque la semaine de 4 jours, c'est un sujet qu'il avait lui-même mis en avant quand il était ministre du Budget. Évidemment, quand il revient sur les questions de formation des enseignants, etc., on pense à ce qu'il a lancé quand il était ministre de l'Éducation. Donc on voit bien qu'il y a une volonté aussi d'avoir une espèce de fil directeur par rapport à un certain nombre d'initiatives qu'il a pu être amené à prendre quand il était ministre. Tout l'enjeu et tout le défi qui se présente à lui, c'est maintenant la manière d'affirmer son existence, sa raison d'être, sa différence dans la durée. Parce que jusqu'à présent, effectivement, il a été ministre durant un laps de temps tel que ça lui a permis de lancer un certain nombre de choses assez simples. La Baïa, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de dispositions réglementaires, par exemple, en tant que ministre de l'Éducation. Et donc là où on va pouvoir effectivement mesurer cette capacité d'affirmation, c'est dans la durée, par-delà la feuille de route et par-delà. Est-ce qu'il joue une partie de son avenir à Matignon le 9 juin avec le scrutin européen ? Alors,
Oui et non. Le scrutin européen, traditionnellement, c'est rarement un scrutin qui se passe bien pour les exécutifs en place. Ça a pu être le cas parfois. Hein. En 2009, par exemple, Nicolas Sarkozy s'en était plutôt bien sorti. Et lors du dernier scrutin, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la liste Renaissance était arrivée deuxième, un peu derrière, pas beaucoup. Oui, l'écart était... Si l'on en croit les sondages à l'instant T, l'écart ne sera pas le même. L'écart, voilà, au vu des sondages aujourd'hui, serait plus conséquent. Je pense que tout dépend l'ampleur du décrochage, si décrochage il y a. Si le décrochage est massif, effectivement, l'onde de choc pourra être importante. Un mot rapide, Lucille, on parle de l'agriculture juste après. Oui, non, je voudrais dire une chose par rapport à cette histoire de cordon ombilical. Moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'il est déjà coupé. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que le style de Gabriel Attal n'a rien à voir avec celui d'Emmanuel Macron. Moi, j'aimais des choses chez Emmanuel Macron que je ne retrouve pas chez Gabriel Attal. Par exemple, la profondeur de la culture, l'assistance. Je rappelle qu'il a été 2 fois interviewé sur France Culture. J'imagine assez mal Gabriel Attal aller sur France Culture. Ça lui donne sans doute une aura, une capacité à parler à tout le monde que n'a pas forcément Emmanuel Macron. Moi, je trouve que, par exemple, cette façon d'avoir ce petit sourire en prononçant ce discours de politique générale, c'était quand même très intéressant, cette façon de pouvoir jouer avec les figures obligatoires. Donc, un certain détachement aussi. Un certain détachement et un esprit de sérieux chez Emmanuel Macron que n'a pas Gabriel Attal. Et c'est peut-être une bonne chose. Ou pas, parce que peut-être que là, on va parler de la crise de l'agriculture dans un instant, mais Gaël Slimane, peut-être qu'il manque un peu de gravité, c'est lié à sa jeunesse aussi, non? Il n'y a pas ça dans l'opinion? C'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est ce que vous avez montré il y a un instant. Alors, c'est pas solide, parce que les gens ne le connaissent pas depuis si longtemps, mais c'est dynamique, sympathique, ouvert au dialogue, compétent. Vous prenez tous les défauts prêtés depuis maintenant très longtemps à Emmanuel Macron. C'est en positif. Et c'est en positif. C'est-à-dire que là où les 2 tiers des gens le trouvent sympathique, on pense l'inverse d'Emmanuel Macron. Donc je pense que là-dessus, il a marqué des points. En revanche, la difficulté, c'est que ça peut se retourner rapidement parce que les gens ne le connaissent pas tant que ça et pas depuis si longtemps que ça. Bon, la gravité, elle va forcément venir avec le temps passé à Matignon, très vite. Il y a autre chose. Dans la durée, l'histoire montre quand vous avez une différence importante entre la cote de popularité du Premier ministre, on en parle tout à l'heure, ça. Et celle du président de la République, que ça peut ça va peut-être grasser, mais on en reparlera tout à l'heure. On va faire en sorte de garder le temps d'analyser ça. Mais évidemment, l'un des aspects, l'un des thèmes sur lesquels Gabriel Attal était le plus attendu, c'était l'agriculture. On va en parler tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Il a promis d'être au rendez-vous pour répondre à cette crise. Oui, tout à fait. À 5 minutes du discours de Gabriel Attal était particulièrement consacré à cette question sur l'heure 20 de son discours de politique générale, avec quelques nouvelles annonces concrètes, plusieurs plans à moyen terme. Allons-y parmi les mesures déjà lancées qui s'appliquent ces jours-ci. On note le doublement des contrôles pour appliquer les lois Egalim avec 100 inspecteurs supplémentaires de la répression des fraudes. Une vague de contrôles sans précédent, a dit Gabriel Attal. Deuxième point, le remboursement des taxes sur le GNR, le gasoil non routier, 50% dès le mois de février. Le 5 février, guichet pour la prise en charge vétérinaire pour la MHE, cette maladie qui touche certains bovins avec des indemnisations dès la fin février. Et enfin, toutes les aides de la PAC versées au 15 mars. Il a ensuite évoqué des filières comme la viticulture ou des régions comme la Bretagne qui vont bénéficier d'aides spécifiques dévoilées, Thomas, dans les prochains jours. Et puis à moyen terme, il y a évidemment plusieurs sujets européens. Oui, des sujets qui seront tranchés notamment jeudi lors du Conseil européen à Bruxelles. Écoutez le Premier ministre. Au niveau européen, nos 3 priorités immédiates sont claires. Les jachères, les importations ukrainiennes, notamment de volailles, et le Mercosur. Ces sujets seront portés et sont portés très fortement par le gouvernement et le président lui-même. Nous avons engagé une coalition de 22 pays sur la question des jachères et nous sommes proches d'aboutir à une nouvelle prolongation de la dérogation. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous prendrons toutes les mesures pour éviter toute surtransposition, d'où qu'elle vienne. À noter, le président de la République venait de préciser les 3 mêmes points en conférence de presse depuis la Suède, juste avant le discours de politique générale à 15h. À propos du marché européen, Gabriel Attal a annoncé un grand plan de contrôle de la traçabilité pour garantir la concurrence équitable. Même idée avec la lutte contre toute nouvelle surtransposition des normes. Enfin, certains sujets, Thomas, sont évoqués à plus long terme, comme la question des transmissions d'exploitation et également les aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Ça fera partie du projet de loi agriculture qu'on attend pour le premier semestre cette année. Merci beaucoup Quentin. On va voir dans les prochaines heures quelle est la réponse des agriculteurs. Je ne suis pas sûr que ça puisse les calmer à court terme. Tiens Gaël Slimane, petite question sur l'opinion face à ce mouvement des agriculteurs. Ils sont toujours largement soutenus par les Français malgré les blocages. Ça ne bouge pas ça ?
on avait sondé juste avant le vendredi des premiers gros blocages. Notre sondage hebdomadaire avec le Figaro de vendredi d'ailleurs. Plébiscité comme jamais les agriculteurs, 93% de jugements positifs sur la population des agriculteurs, dont 44 de très positifs. Ça faisait longtemps qu'on aimait les agriculteurs, mais là, l'amour extrême, ça a explosé, ça a doublé en 5 ans. Ouais. Leur mouvement de protestation soutenu par 9 Français sur 10, 89% des Français. Et par rapport aux difficultés qu'aura sans doute Gabriel Attal face au Rassemblement national sur les argumentaires par rapport à l'Europe, on entend tous deux sons de cloche, les sommes astronomiques versées par la PAC et par l'Europe à la France et aux agriculteurs français d'un côté, et de l'autre côté, des agriculteurs qui nous disent l'Europe nous étouffe et finalement contribue à détériorer notre modèle. Les Français sont plutôt en phase avec ce que pensent les agriculteurs et ce que dit le Rassemblement national sur ce point, estimant, à tort ou à raison, en tout cas c'est leur perception, que l'UE, elle joue un rôle négatif pour l'agriculture en France. Ils sont 78% à le penser. Donc ce sera compliqué d'expliquer aux Français que ça n'est pas le cas. Oui, et la vraie question, parce que là, les mesures qu'on entend sont plutôt des mesures d'urgence, Lucille Schmitt, la vraie question, c'est quel modèle pour notre... Oui, pardon, juste, je voulais dire une chose. Oui, j'ai le droit de vous interrompre, vous avez le droit aussi. Je pense qu'il y a un tort dans la posture du gouvernement par rapport au mouvement des agriculteurs sur un point, qui est, et on verra si les blocages continuent, de donner le sentiment que parce qu'ils sont aimés, appréciés et que leur cause est perçue comme juste, les agriculteurs auraient le droit de faire des choses que personne d'autre ne pourrait faire, d'autres catégories y compris ne peuvent pas faire. Passer au purin des préfectures, bloquer des villes. Et d'ailleurs, ça pose une question sur le blocage potentiel de Rungis et sur la capacité de bloquer. Il est même possible que les Français n'en veuillent pas aux agriculteurs de le faire, mais en veuillent au gouvernement de les laisser faire. Intéressant. Surtout que c'est un peu contradictoire avec le message d'autorité porté par ailleurs par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Donc, sur l'agriculture, Lucille Schmitt, la question c'est quel modèle pour les 30 prochaines années. Ça va se jouer, enfin ça se joue déjà à Bruxelles, ça va se jouer à Bruxelles, notamment jeudi. Oui, bien sûr, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la PAC, c'est à peu près, d'abord, c'est la plus ancienne politique commune avec la politique commerciale. Donc, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a à la fois la PAC et puis la politique commerciale autour du Mercosur. Et c'est un tiers du budget de l'Union européenne. Donc, il faut mesurer effectivement que l'argent que nous versons à nos agriculteurs, c'est pas de l'argent français, en tout cas c'est de l'argent français qui a été versé à l'Union européenne, qui a été mis dans le pot commun et qui revient ensuite à la France pour le distribuer aux agriculteurs. Donc, et quand vous discutez avec des agriculteurs, ce qui m'est arrivé assez souvent, ils sont bien conscients du fait que l'Union européenne leur verse souvent de quoi vivre et en tout cas de quoi rester productif. Après, le sujet, et on ne le dit pas assez, c'est les inégalités de traitement entre agriculteurs. Parce que quand vous êtes un éleveur de bovins, quand vous êtes un grand céréalier, ça n'a absolument rien à voir. Et on le sait, il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ce débat, et même ces sondages ou ces études d'opinion qui globalisent la question agricole, ça n'aide pas forcément les Français à comprendre aussi ce qui se joue par rapport à ces inégalités, par rapport au rôle de l'agribusiness, parce que ce qui est très intéressant dans ce qu'a annoncé Gabriel Attal, c'est par exemple la multiplication des contrôles dans le cadre de cette loi Egalim, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui consiste à dire on va rééquilibrer le rapport de force entre les agriculteurs et la grande distribution. Et donc moi, je pense que ce qui est important, c'est l'exercice aussi un peu pédagogique vis-à-vis des Français pour leur dire les choses se jouent à l'échelle européenne, comme vous le disiez, jeudi par exemple, sur le revenu de nos agriculteurs, mais ça se joue aussi à l'échelle européenne sur l'aspect politique commercial, qui est au fond comment est-ce qu'on met en place une sorte de régime qui soit un régime qui protège nos agriculteurs. L'Union européenne aujourd'hui ne protège pas assez nos agriculteurs, et c'est d'ailleurs ce que dit le RN, c'est ça qui est terrible, c'est que eux ont compris très vite qu'il fallait le dire par rapport aux accords de libre-échange. On essaie, je ne veux pas être trop technique, mais on essaie de faire en sorte d'avoir des accords qui protègent mieux nos agriculteurs sur les droits sociaux dans les pays et sur la question environnementale, mais on n'y arrive pas parce que l'Union européenne s'est construite sur l'idée du libre-échange qui va d'une certaine manière contre une agriculture de qualité. D'où le bras de fer en cours sur le Mercosur, cet accord avec les pays d'Amérique latine. Vous avez vécu au cabinet d'Édouard Philippe des périodes de tension sociale. Comment vous imaginez-vous, fort de votre expérience, là, la suite de ce mouvement ? Qu'est-ce qui peut faire rentrer les agriculteurs et leurs tracteurs chez eux? Alors, c'est toujours... Ce serait facile. Si la réponse était simple, elle aurait déjà été donnée. Exactement, c'est tout sauf une science exacte. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que, on l'a dit tout à l'heure, les annonces du discours de politique générale n'y suffiront pas. Ça me paraît évident. Ça veut dire qu'il y aura sans doute d'autres échanges, peut-être d'autres annonces ou d'autres illustrations d'annonces un peu générales de manière un peu plus détaillée.
Ce qui est certain, c'est que vous avez toujours beaucoup d'irrationnel. Dans tous les mouvements sociaux, vous avez une part de revendications claires, rationnelles, et puis une part de manière d'être, de manière de percevoir un discours, de manière de percevoir une tonalité. Et là, moi, ce que je trouve assez frappant, j'évoquais tout à l'heure les axes qui me paraissaient importants, travail, moins de normes, autorité. Ce qui est frappant, c'est de constater que ces 3 axes, on les illustre, on les retrouve de manière extrêmement forte dans les questions qui sont posées à travers ce mouvement social agricole. Le travail, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qui ont un revenu qui est très faible alors même qu'ils travaillent, et souvent beaucoup d'ailleurs, un nombre d'heures assez conséquent. Les normes, c'est l'un des aspects centraux du sujet. Et l'autorité, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers le positionnement face aux manifestations, c'est une vraie question qui se pose. Et donc on voit bien que ces axes généraux du discours, ils trouvent une concrétisation particulière dans la manière dont va être apportée une réponse aux revendications agricoles. Ce qui est certain, c'est que par-delà les contacts qui vont continuer avec les organisations professionnelles, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les organisations professionnelles, pour l'instant, arrivent à rester à la fois en dialogue avec le gouvernement, rester en lien avec la base, parce que c'est toujours quelque chose de très subtil, de très difficile de ne pas être débordé par la base, comme ça a pu arriver. Et la suite. Deux petites remarques sur cette question des normes qui est au cœur de tout le débat. Oui. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que si enlever les normes, c'est enlever l'écologie de l'agriculture, c'est un problème. Et là-dessus, je ne crois pas que les Français vont soutenir les agriculteurs. C'est pour ça que je vous posais la question du modèle agricole. Donc, quand vous me posez la question du modèle, il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de surtransposition des normes, personne n'y comprend rien et l'expression à dessein est choisie de manière très abstraite pour ne pas dire de quoi on parle. C'est-à-dire, par exemple, remettre des pesticides, etc. Ou sur la question des jachères, l'enjeu, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui est plutôt l'adversaire de la biodiversité. Chacun emploie le terme de nature avec le sens qu'il a envie de lui donner. Et du coup, assimiler normes et emmerde pour les agriculteurs, pourquoi pas ? Mais si ça consiste à enlever toutes les normes qui permettent d'organiser la protection de la biodiversité... Non, ce qu'ils disent, c'est les injonctions contradictoires. Oui, c'est ça qui est mais je crois qu'il y a aussi, au sein du monde agricole, des agriculteurs qui sont, en fait... Il y a un débat entre eux sur la question du modèle agroécologique. Je ne crois pas qu'il faut un seul modèle, mais je crois qu'en revanche, on ne peut pas continuer avec le modèle actuel. Il faut le modifier, il faut l'amodier et il faut réintégrer la question de la biodiversité. Allez, il nous reste quelques minutes. On va revenir sur le baromètre Odoxa pour Public Sénat et les titres de la presse quotidienne régionale. Odoxa mascaré, pour être précis, avec donc ce décalage de popularité entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. On commence par Gabriel Attal. Que répondent les Français à la question « Est-il oui ou non un bon Premier ministre ?» Alors ils sont 48% à estimer que c'est un bon Premier ministre. Vous voyez d'ailleurs, rappelé dans le camembert, l'écart par rapport à la dernière mesure sur Elisabeth Borne. On est à 19 points d'écart par rapport à celle qui était sa prédécesseur, sa prédécesseuse, son prédécesseur, appelez-la comme vous voulez. 19 points d'écart, c'est tout simplement hallucinant, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Premier ministre qui part avec un tel niveau. Mais effectivement, ça veut dire que la chute peut être plus rude aussi s'il y a déception. Donc il part avec quasiment un Français sur deux qui apprécie, qui a une bonne image de lui, de ce qu'il a commencé à faire en quelques semaines. Emmanuel Macron. Mais voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est par rapport à Emmanuel Macron, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. 32% de Français pensent que Emmanuel Macron est un bon président de la République. Ça représente 16 points d'écart. Alors, j'ai chaussé mes grosses lunettes et j'ai regardé dans les ordinateurs pour essayer de voir. Vous avez dit, quand il y a un écart de popularité, c'est un problème. C'est vrai. Mais d'habitude, les écarts de popularité, ce ne sont jamais ceux-là. Vous n'avez jamais un Premier ministre qui a 16 points de popularité de plus que son président de la République. L'époque Fillon-Sarkozy, ça n'a pas atteint de tels écarts. Jamais. Vous pouvez avoir, à l'époque, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, ou Fillon-Sarkozy, ou au début, où Manuel Valls était encore assez apprécié, et François Hollande ne l'était déjà plus tellement, vous aviez des écarts de 5, 7, 8 points, mais vous n'aviez pas des écarts aussi importants. Et je vais vous dire, même en période de cohabitation, quand vous chassez un président dont vous ne vouliez plus, en nommant une assemblée hostile, sous Lionel Jospin et Jacques Chirac, par exemple, il y a un quart de siècle. Vous aviez des écarts proches de ceux-là pendant un mois ou deux.
Et ensuite, la popularité des deux se calait à peu près. Oui, parce que les difficultés rattrapaient le Premier ministre. Quoi. Non, à l'époque Jospin, c'était l'inverse, parce que finalement, on se disait, il est gentil, en reine d'Angleterre, Jacques Chirac qui inaugure les chrysanthèmes, et puis finalement, il est sympathique, et puis la vraie politique, elle est menée par Jospin, qui était très populaire pendant à peu près 4 années sur 5. Les deux ont été Donc les deux à ont un des niveau de popularité assez élevé. Et c'était pareil lors des précédentes cohabitations, c'était les mêmes schémas. Donc là, à un moment, ça va s'arrêter. Est-ce que le mois prochain, en venant vous voir, je vous dirais, tiens, il a été tiré par les pieds par Emmanuel Macron, le pauvre Gabriel Attal, et il est devenu tout aussi impopulaire que lui, ou il a réussi à le tirer un peu vers le haut. On verra bien. C'est toute la question. Et il faut quand même méthodologie, ça a été fait, ça a été fait juste avant le mouvement de vendredi, donc mercredi, jeudi. Donc on était, il n'y avait pas encore de réponse à la crise. Mais j'étais très inquiet de venir chez vous et d'avoir eu entre-temps un énorme problème lié aux manifestations et de vous dire tout ce que je vous annonce là est devenu caduc parce que il a fait une Oudéa Castéra en sortant une énormité sur les agriculteurs. Nous n'en sommes pas là. Je pense que les chiffres qu'on observe sont encore valables. Lucile Schmitt, vous vouliez prendre la parole. Moi, ce qui me frappe dans votre baromètre, c'est aussi que vous avez posé la question de est-ce que les Français le verraient président de la République ? Et là, c'est le sujet sur lequel, ou sur la question de l'autorité, il a beaucoup parlé d'autorité. Et là, cette question, parce que Édouard Philippe, par exemple, les Français le verraient assez bien président de la République, si je me souviens bien des études d'opinion. Oui. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que cette diarchie, c'est-à-dire le fait qu'on ait deux personnes qui nous gouvernent et nous président en France, d'une certaine manière, c'est incarné. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de nettement plus jeune, dynamique, sur les photos, il est là avec ses cheveux en bataille, ou pas d'ailleurs, regardez ça. Et donc, il y a quelque chose, en tout cas, où la différence se voit bien. Et pourquoi est-ce que la popularité de Gabriel Attal ne tiendrait pas au fait qu'on ne l'imagine pas être président de la République, au fond ? Moi, je voudrais poser cette question parce que, franchement, il sera quand même peut-être encore un petit peu jeune en 2027. On ne sait pas, puisque tout se rajeunit. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'idée que vous pouvez être différent, parce que d'une certaine manière, vous n'allez pas briguer immédiatement. Vous n'allez pas être en rivalité comme Lionel Jospin et Jacques Chirac, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas de la même manière. Mais attendez, je prends juste la parole une seconde et je vais vous laisser la conclusion après. On y a fait référence avec Quentin tout à l'heure. Quand même, la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis la Suède où il est en visite d'État sur la question de l'agriculture, un quart d'heure à peine avant le début du discours de politique générale. Bref, on posait la question, est-ce qu'il va laisser un peu d'espace ou est-ce qu'il va prendre un peu moins de lumière ? Je crois qu'on a la réponse. Oui, on a la réponse. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Laurent Fabius, lui c'est lui, moi c'est moi, à propos de ses relations avec François Mitterrand. Mais je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur la projection qui est faite, en quelque sorte. L'image qui est appréciée par nos concitoyens, elle est l'image à un poste donné, à une fonction donnée, et elle est aussi la capacité de projeter l'intéressé sur d'autres fonctions. On est plus dans une forme d'instantanéité pour l'instant, et dans une appréciation d'une action à un instant T, et pas tellement sur une projection. C'est clair. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Lucile Schmitt, le titre de votre livre, Emmanuel Macron à contretemps. C'est aux éditions Bayard.